mesdames et messieurs, bonsoir. La messe de la semaine prochaine sera en l'hommage de la petite Gaïa, qui est bien mal en plan. Mes bien chers frères, mes bien chères sœurs, je tiens en introduction à vous remercier de votre présence ici ce soir et que les derniers arrivants se pressent de venir rejoindre le premier rang. Ou une place au milieu de la salle, peu importe, installez-vous. Vous êtes les bienvenus dans notre maison ce soir. Et je tiens à vous remercier parce que vous êtes ici dans un moment grave et vous avez tenu, toutes et tous, à être ici pour célébrer ensemble ce moment difficile. Vous avez pris quelques instants pour mettre entre parenthèses les obligations familiales, pour prendre un peu de distance avec le labeur du quotidien et de témoigner votre compassion avec les moments graves que nous sommes en train de vivre. Si nous sommes ici réunis ce soir, c'est pour dire un ultime mot et un dernier message à un être cher qui s'en va pour toujours, notre monde. Quand un monde se meurt, c'est l'humanité tout entière qui est en souffrance, et si vous êtes toutes et tous ici réunis ce soir, c'est pour partager cette souffrance ensemble. C'est l'occasion de rendre un hommage juste et sincère à ce monde qui s'en va. L'occasion de dire la vérité toute nue, sans embâche et sans détour. L'occasion d'un adieu pour dire à la fois toute notre reconnaissance pour ce monde qui disparaît, mais aussi, et je le dis franchement et avec sincérité, pour ce monde qui nous a fait endurer tant de peine. Oui, après tout, quand quelque chose se meurt, on ne peut qu'éprouver tristesse, nostalgie, désarroi et perte de repères. Quelque chose s'agite en nous, nous ramenant forcément à notre propre finitude. C'est évidemment le cas aujourd'hui et votre présence en témoigne. Vous avez tenu à être là pour exprimer votre solidarité et votre affection pour ce monde qui disparaît. Mais dans certains cas, un sentiment supplémentaire s'ajoute au gouffre de mélancolie qui s'est ouvert en nous à l'occasion du trépas. Lorsque l'être qui disparaît a fait dans son existence plus de mal que de bien, n'est-il pas finalement rationnel de ressentir un peu de soulagement? Je le sais, au fond de vous-même, même si la pression sociale et la bien-pensance vous empêchent de l'exprimer tout haut, je le dis à votre place. Enfin débarrassé! Comment? Vous êtes choqué, dubitatif à annoncer d'un tel propos? Et pourtant, notre monde ne nous a pas ménagés, au contraire. Il nous a fait souffrir. Il a déchiré l'humanité tout entière, il a détruit l'environnement. Cet être cruel et amoral avait plus l'air d'un psychopathe qui ne ressentait aucune empathie pour les victimes de ses agissements. On avait même l'impression qu'il jubilait parfois à l'avènement des catastrophes qu'il envoyait sur l'humanité tout entière. Les guerres, les famines, les maladies, les accidents nucléaires, le burn-out, le capitalisme. Ah, si, avec le monde qui se meurt, pouvait enfin mourir le capitalisme, voilà peut-être une occasion de se réjouir ensemble ce soir, une occasion d'espérer quelque chose de plus juste, enfin, un monde plus juste. Je vous propose, pour terminer cette cérémonie et cette introduction, d'accompagner notre défunt en musique vers son dernier tombeau. Cette chanson est dédicacée à la fin du monde et à la Troisième Guerre mondiale. Youpi! C'est la fête! Prions ensemble. On va tous crever, on va tous crever. Il y a la fin du monde qui nous guette et nous on fait la fête. On va tous crever, on va tous crever. La fin du monde nous attend et nous on fait la fête tout le temps. Ouais. Couplet. Aujourd'hui, il n'y a que les très très vieux qui n'ont pas encore l'espoir de mourir de vieillesse. Les enfants s'y viennent pas
temps. Bonsoir tout le monde, je m'appelle Laurent Legendre, comme Christian m'a présenté au début et que je remercie de m'avoir invité pour cette soirée et cette conférence gesticulée devant vous toutes et tous, qui êtes très nombreux, et je dois dire que c'est relativement impressionnant de vous avoir en direct, donc je vais essayer de gérer tout ça. Alors, ceux du fond, il n'y a aucune obligation, mais il y a encore des places devant si vous préférez. Donc il n'y a aucun problème si vous voulez vous avancer, il reste largement des places pour vous 5. Je vous laisse vous organiser. Du coup, ce soir, j'ai à la fois une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle. Alors la mauvaise nouvelle, c'est que le monde tel que nous le connaissons va s'effondrer. Et la bonne nouvelle, c'est que le monde tel que nous le connaissons va s'effondrer. Donc ce soir, je voudrais qu'on parle d'effondrement, de collapsologie, de transition, de fin du monde et de fin d'un monde. Cet appétit pour un monde différent et nouveau qui tarde à apparaître. C'est de tout ça que j'ai envie de parler avec vous ce soir. Moi, je suis né le 29 mai 1983, et le 29 mai, c'est la même date anniversaire que John Fitzgerald Kennedy, Pierre Rabhi et Louise Michel. Et c'est aussi le vote anniversaire du référendum de 2005 contre le traité européen duquel nous dépendons encore aujourd'hui. Tous ces petits éléments-là, bien sûr, devraient réapparaître à un moment dans la soirée, donc soyez bien attentifs pour essayer de les retrouver. Moi, j'ai plusieurs maîtres, je fonctionne comme ça, je fonctionne avec des maîtres, des personnes qui m'inspirent, etc. Et j'ai un premier maître, c'est Maître Yoda. Voilà, j'aime beaucoup Star Wars, j'ai un peu baigné dans la génération. Quand j'étais ado, Star Wars c'était un peu une passion. Et puis Maître Yoda, il m'a expliqué que il fallait faire attention au côté obscur de la force. Que la peur pouvait générer la colère, que la colère générait la haine générait la souffrance, et que la souffrance amenait au côté obscur de la force. Alors malgré tout, je dois bien vous dire que toutes ces questions d'effondrement, de collapsologie et de fin du monde nécessairement génèrent de la peur chez moi, et comme probablement chez un certain nombre d'entre vous, et donc je me dis, mais mince, si on utilise nos peurs et que Maître Yoda a dit que ça allait nous amener vers le côté obscur, est-ce que c'est bien le bon chemin d'explorer nos peurs? J'interroge ça ce soir, et on va essayer de partager nos peurs ensemble. En tout cas, moi je vais essayer de faire transmettre un peu les miennes et de voir si on peut en faire quelque chose et en dégager une proposition d'action et une proposition politique. Et puis j'ai un autre maître, c'est Maître Lordon, Frédéric Lordon, qui lui travaille sur les institutions, et que c'est le cadre qui fait que les êtres humains agissent de telle ou telle manière, et que si on veut changer les choses, c'est le cadre qu'il faut changer, et notamment le cadre institutionnel. Voilà un peu les quelques perspectives qu'on va essayer de développer ce soir. Je voudrais juste faire un petit sondage pour voir un peu qui on a dans la salle et à qui on a affaire. Est-ce que déjà il y a des gens qui n'ont jamais entendu parler de collapsologie, d'effondrement, qui découvriraient ça pour la première fois ce soir? D'accord. Quelques personnes quand même. Est-ce qu'il y a des personnes qui considèrent que les colibris ou le mouvement des colibris de Pierre Rabhi, c'est une bonne façon d'agir? S'il y a des gens qui se reconnaissent en tant que colibri? Il y a un peu plus de monde. Ok, on va explorer tout ça ce soir. Je vais commencer par quelques citations. Aldous Huxley, en 1928, dans un essai intitulé « Le progrès, comment les accomplissements de la civilisation vont ruiner le monde entier ». 1928. La colossale expansion matérielle de ces dernières années a pour destin, selon toute probabilité, d'être un phénomène transitoire et temporaire. Lorsque les réserves seront épuisées, les hommes devront faire sans. Cela sera ressenti comme une catastrophe sans pareil. J'ai Simone Veil,
en 1934, c'est la philosophe, pas la ministre, quand le chaos et la destruction auront atteint la limite à partir de laquelle le fonctionnement même de l'organisation économique et sociale sera devenu matériellement impossible, notre civilisation périra et l'humanité, revenue à un niveau de vie plus ou moins primitif et à une vie sociale dispersée en des collectivités beaucoup plus petites, repartira sur une voie nouvelle qu'il nous est absolument impossible de prévoir. 1934. Moins drôle, en même temps je ne sais pas si ça l'était vraiment. 1969, Pierre Fournier. Pendant qu'on nous amuse avec des guerres et des révolutions qui s'engendrent les unes les autres en répétant toujours la même chose, l'homme est en train, à force d'exploitation technologique incontrôlée, de rendre la Terre inhabitable, non seulement pour lui, mais aussi pour toute forme de vie supérieure. Le paradis concentrationnaire qui s'esquisse et que nous promettent ces cons de technocrates ne verra jamais le jour parce que leur ignorance et leur mépris des contingences biologiques le tueront dans l'œuf. La seule vraie question qui se pose n'est pas de savoir s'il sera supportable une fois né, mais si oui ou non, son avortement provoquera notre mort. Il est encore possible de partir et de quitter la salle. Si vous n'êtes pas à l'aise avec ça, si ces questions d'effondrement, de civilisation, de fin du monde vous angoissent trop, vous pouvez encore partir. Par contre, si vous décidez de rester, j'aimerais bien que vous décidiez de rester jusqu'au bout pour voir la totalité du propos. Du coup, tout le monde reste ? Est-ce qu'il est vraiment nécessaire d'exposer encore les chiffres de pillage de ressources et de destruction de la biodiversité que crée la présence massive de l'être humain sur Terre? Aujourd'hui, nous connaissons tous les statistiques et les tendances. 90% des grands poissons ont disparu des océans. 60% des animaux sauvages ont disparu en 40 ans. Un tiers des oiseaux ont disparu des campagnes françaises depuis 15 ans. Il reste moins de 2000 loutres en France. Les abeilles sont désormais une espèce menacée. 20% de leur population a disparu en 20 ans, alors que ces insectes participent à la pollinisation, donc à la vie. La moitié des rivières et un tiers des nappes phréatiques sont polluées. Le débit du Rhône, dans 50 ans, sera réduit à 150 mètres cubes, soit une division par 3, ce qui devrait poser quelques problèmes quant au refroidissement des centrales nucléaires qui le bordent. On extrait des fonds marins 400 000 mètres cubes par an de sable. C'est la deuxième ressource exploitée par l'homme, après l'eau et avant le pétrole. Et on utilise pour cela des bateaux qui vont chercher dans les grandes profondeurs le sable des fonds marins. Le pétrole, justement, c'est 95 millions de barils par jour consommés par l'homme, c'est-à-dire autant d'esclaves énergétiques à notre disposition qui nous permettent de vivre dans ce confort matériel. Les océans, sont pollués par 5 îles de plastique gigantesques, de la taille de continents jusqu'à 6 fois la France. Ce sont des particules de plastique inférieures à quelques millimètres sur des dizaines de mètres de profondeur. Mais finalement, ce qui pourrait nous manquer en premier, c'est le phosphate pour amender nos sols. Car nous ne savons pas faire pousser des végétaux sans phosphore. C'est la base de la photosynthèse. Le monde agricole dépend de l'extraction de 30 millions de tonnes par an de phosphate sur quelques rares mines qui restent au Maroc, en Chine et aux États-Unis. J'ai commencé à militer, c'était il y a une petite dizaine d'années, je pense que c'était vers 2010, début des années 2010-2011. Et j'avais pas du tout cette conscience de la fragilité de notre monde et de notre modèle.
Et j'ai commencé à militer dans les villes en transition. Et la question du pic pétrolier, de notre dépendance aux énergies fossiles et la relation que ça avait avec le changement climatique m'a beaucoup fait évoluer, m'a fait faire comme des petits bonds dans la façon dont on a de voir le monde. Et donc cette découverte du mouvement des villes en transition m'a beaucoup apporté. Donc ce diagnostic de dire que nous vivons de manière une grande dépendance aux énergies fossiles, pétrole, gaz et charbon, et que si on extrayait l'intégralité de ces ressources fossiles, on allait suffisamment dérégler le climat et polluer l'environnement pour rendre la Terre potentiellement invivable. Et ce qui m'avait beaucoup plu dans le mouvement des villes en transition, c'était qu'il n'y avait pas seulement le diagnostic un peu sombre qui était posé, mais il y avait une proposition d'action, un modèle pour essayer de changer les choses, et ça partait énormément et beaucoup du local, considérant que c'était localement, à son échelle, dans son quartier, dans sa ville, qu'on pouvait faire bouger les choses, et que voilà, il y avait une nécessité d'agir localement. Alors à Villeurbanne, ici donc, il y a déjà presque 10 ans, on était un petit collectif autour des villes en transition qui projetait des films pour essayer de sensibiliser sur l'aspect du pic pétrolier et des ressources fossiles. Mais dans le manuel, il y avait bien une volonté d'aller agir concrètement. Et de fait, on s'est retrouvé sur une idée de créer un jardin partagé. Dans les différentes actions des villes en transition, il y avait agir sur l'alimentation, agir sur l'énergie, agir sur l'économie, donc développer des monnaies locales par exemple, ou développer des panneaux solaires financés par des citoyens, ou le modèle de jardin partagé. Et c'est ce modèle-là qu'on a retenu. Et ça a abouti à la création du jardin d'Yvonne, qui est toujours présent à Villeurbanne, vers la rue Roger Salengro, pas très loin de la Doire, pour ceux qui connaissent un peu le quartier. Donc un jardin partagé en permaculture pour essayer de recréer du lien social autour du jardinage, réapprendre à jardiner ensemble, connaître le fonctionnement de la nature et tester par des cultures en mélangeant les plantes pour voir si on pouvait améliorer les sols et faire fonctionner un jardin. Moi je suis resté plusieurs années voilà, au sein de l'association, et puis maintenant je suis toujours membre mais en étant beaucoup moins actif. Mais le jardin aujourd'hui est plutôt une vraie réussite puisqu'il y a quasiment une centaine d'adhérents avec un compost de quartier, etc. Donc très concrètement, le mouvement des villes en transition arrive à transformer le monde, en tout cas à son échelle. Et moi, ce qui me plaisait bien avec le mouvement des villes en transition, c'était cette image par rapport au pic pétrolier, d'essayer d'inverser les choses, de renverser les... Souvent, on imagine le pic pétrolier avec une courbe comme ça, un pic vers le haut, où on consomme des quantités de pétrole, et puis qu'à un moment, ça va redescendre, et l'échelle temporelle avançant, le pic va rediminuer. Et du coup, les villes en transition proposaient d'inverser l'image et de dire qu'en fait, on était plutôt tombé dans un gouffre, dans une espèce de fosse remplie de mazout et de produits visqueux polluants. Et que, en fait, maintenant, il nous fallait remonter la pente. Que ça avait été très facile, en fait, de tomber là-dedans, de basculer dans les énergies fossiles. Mais que sortir, c'est-à-dire que la deuxième moitié de la courbe, ça va être beaucoup plus dur, parce qu'il va falloir monter une pente en ayant tous ces éléments visqueux collés au corps, et il va falloir qu'on tous ensemble. Et cette image-là me plaisait beaucoup, elle me semblait plus réaliste que la réalité, et qu'en fait la partie difficile, elle est plutôt devant nous. Alors ça, c'était une interrogation finalement de dire, ok, le jardin, mais pourquoi le jardin? Et moi qui habitais du coup à Villeurbanne depuis le début de mes études, ça me faisait me rendre compte que vivant en appartement, j'avais plus accès à la terre et que j'avais ressenti ce besoin de réaccéder à la terre, de refaire du jardinage, de rejardiner. Parce qu'en fait, toute mon enfance, vivant en Auvergne jusqu'à mes 18 ans, j'avais toujours vécu auprès d'un jardin et surtout j'avais toujours vu mon grand-père jardiner. Mon grand-père, qui est toujours vivant, qui habite toujours en Auvergne, toute sa vie, il a eu plusieurs jardins.
Alors, il avait son jardin dans sa maison principale. On avait aussi une maison de campagne, et du coup, il avait aussi le jardin dans sa maison de campagne. Et bien souvent, il s'occupait aussi du jardin du voisin, qui était un peu trop âgé pour s'en occuper. Et donc, il avait au moins comme ça 3 jardins, toujours en permanence. Et du coup, il cultivait beaucoup, et il y avait beaucoup de production. Et donc, moi, qui ai finalement vécu là-dedans, et été bercé là-dedans, j'avais besoin de me reconnecter à ça à Villeurbanne. Et mon grand-père, qui était vraiment quelqu'un qui connaissait, je pense, le fonctionnement de la nature, peut-être même bien mieux que moi, arrivait à être très généreux avec tout son entourage et tous ses voisins, puisqu'il avait plusieurs centaines de kilos de pommes de terre tous les ans, et donc il en donnait comme ça aux voisins, non seulement à celui chez qui il faisait le jardin, bien sûr, mais aussi à d'autres. Et il y avait tout à fait possibilité d'avoir une autonomie alimentaire au moins partielle sur la culture de légumes et de fruits. Et quelque part, mon grand-père, je pense qu'il faisait déjà un petit peu de permaculture, à sa façon. De manière un peu empirique, il fonctionnait en essayant d'économiser des ressources, de gérer lui-même son compost, de récupérer l'eau. C'est ça le principe de la permaculture, c'est d'essayer d'économiser notre énergie pour avoir une meilleure efficacité possible en s'aidant de la nature, parce qu'elle travaille pour nous. Mais ça demande des connaissances assez fines sur chaque plante, comment elle fonctionne, à quel moment il faut la planter, avec quelle plante, quel nuisible peut la dégrader, et du coup qu'est-ce qu'on met en place comme dispositif naturel pour éloigner les nuisibles. Tout ça, c'est une ingénierie du jardin qui est... Je pense qu'il n'y a que la pratique qui nous permet de rentrer là-dedans. Je vous raconte une dernière anecdote sur mon grand-père, parce que je l'aime bien, cette petite anecdote autour des pommes de terre violettes. Un jour, mon grand-père, on était dans ma maison de campagne, on était ma soeur et moi, et mon grand-père nous appelle de l'autre bout du jardin, en colère, vraiment en furax. « Laurent, Céline, venez ici tout de suite. Qu'est-ce qui s'est passé? Qui est-ce qui a repeint mes pommes de terre au violet ?» Bien sûr, avec ma soeur au départ, je sais pas, on doit avoir 6 et 9 ans ou quelque chose comme ça. Et on voit effectivement un panier de pommes de terre avec des pommes de terre violettes. Peau était violette aussi. Qui a peint cette pomme de terre en violet? C'est pas moi, ma soeur, tout de suite. C'est mon frère, c'est lui. Okay, donc, je note que la solidarité au sein de la famille reste à travailler. Et puis du coup, mon grand-père prend une des pommes de terre, la coupe en deux, et dit « Et en plus, vous les avez même peint à l'intérieur !» Alors bien sûr, on a fini par comprendre que c'était la race de pommes de terre. Voilà, c'est ça, c'était les pommes de terre Vitlotte, qui permettaient du coup de faire des traquenards aux petits-enfants. Voilà. Si j'en reviens sans transition à notre histoire d'effondrement, parce que tout ça a un lien, finalement, que les civilisations s'effondrent, c'est pas du tout une surprise. C'est même en fait juste normal. Et c'est comme ça que ça s'est passé depuis le début de l'humanité. Il y a des civilisations qui croissent et qui décroissent, et on passe à autre chose. Je vous donne 2 exemples qui sont des îles. L'île de Pâques maintenant. Je pense qu'on a quelques informations qui commencent à être bien documentées sur le sujet, sur le fait que l'île de Pâques a vu sa population décroître du fait d'une déforestation. Les humains qui étaient là à ce moment-là ont suffisamment détruit leur environnement en coupant tous les arbres de l'île, qu'ils ont fini par décliner par manque de nourriture. Et donc, de fait, l'île de Pâques peut être considérée comme une civilisation qui disparaît et qui s'effondre. Beaucoup plus récemment, toujours sur un exemple d'une île, c'est l'île de Nauru, dans le Pacifique. Alors ça, c'est une histoire que j'ai au début trouvée dans la BD Les Vieux Fourneaux de Lupano, ou dans le tome 2, je crois, pour ceux qui hochent la tête et qui connaissent la BD, il y a l'héroïne qui fait un petit théâtre de marionnettes et qui raconte l'île de Nauru. Au début, je pensais que c'était vraiment pour la BD qu'ils avaient raconté ça, mais en fait, non. L'histoire de l'île de Nauru, elle est véridique, elle existe. Et donc, l'île de Nauru, en fait, elle a énormément de phosphate comme ressource. Et dans les années 60-70,
alors que toute la population vit sur une agriculture et une pêche locale, les multinationales américaines arrivent et proposent de racheter les terrains pour prix d'or, créer des emplois pour exploiter le phosphate de l'île. Du coup, il y a un essor économique énorme. Le PIB par habitant de l'île de Nauru arrive numéro 2 ou numéro 3 dans le monde dans les années 75-78, quelque chose comme ça. Quelque chose de colossal. Et puis, dans les années 90, une fois qu'on a exploité tout ce phosphate, les multinationales, elles s'en vont. Elles ont laissé leur modèle de malbouffe, de McDo, etc. à la population. Et du coup, aujourd'hui, la population de Nauru est plutôt une population en mauvaise santé, majoritairement obèse, sans emploi, avec une perte de savoir sur l'agriculture et la pêche, et avec surtout une île complètement déforestée et dont la vie a été retirée. Donc là aussi, on a un exemple de civilisation qui croît et qui s'effondre. Mais ce qui va changer là dans notre réflexion de ce soir sur le monde, c'est que maintenant on ne parle plus d'une île, ou en tout cas on a changé d'échelle. Là aussi je peux vous parler d'une image, c'est que peut-être qu'aujourd'hui l'île dont on parle, c'est la planète Terre, cette petite île qui est perdue au milieu de la galaxie. Voilà. On est sur une île, et peut-être que de la même manière on est en train d'épuiser les ressources, puis qu'on va s'effondrer. C'est juste un changement d'échelle. Dans plusieurs usines de volailles aux États-Unis, prendre une pause pipi est devenu tellement compliqué que les ouvriers en viennent à porter des couches culottes durant leurs heures de travail. Il faut maintenir la vitesse de production, martèlent les chefs de l'île. Les ouvriers voient donc les demandes de pause ignorées par leurs supérieurs hiérarchiques, qui les menacent de sanctions, voire de renvoi. D'après l'ONG, suite à une enquête menée auprès de 266 ouvriers par l'association anti-discrimination Southern Poverty Law Center, presque 80% des ouvriers disent ne pas avoir le droit d'aller aux toilettes quand ils en ont besoin. De même pour une usine dans le Minnesota où 86% des ouvriers disent avoir moins de 2 pauses pipi par semaine. Des habitudes en totale violation avec les lois américaines sur le travail. Plus qu'un manque de respect de la législation, une dégradation de la condition humaine pour des salariés qui gagnent déjà de faibles salaires et souffrent de taux élevés de blessures et de maladies. Pour de nombreux travailleurs, ce ne sont pas des ordres explicites, mais un climat de peur qui les pousse à porter des couches. Ils n'oseraient pas demander de pause pour soulager leurs besoins. Certains expliquent que leur chef les menace sur l'air humoristique d'aller aux toilettes et puis après d'aller aux ressources humaines. Une pression psychologique qui les incite à se retenir des heures, d'autant que le fait même d'aller aux toilettes est un parcours du combattant, dans cette usine en particulier. Il faut traverser de vastes plateaux d'usine où les sols peuvent être glissants, couverts de sang ou de résidus d'animaux, et sachant qu'il faut leur enlever puis remettre les vêtements de protection. Conséquence de ces pressions plus ou moins insidieuses, voilà les ouvriers réduits à uriner et à déféquer debout devant leur ligne d'assemblage, dans des couches qu'ils ne peuvent même pas changer. Et pour éviter d'en arriver là, ils réduisent leur prise liquide et de fluide à un niveau dangereux et risquent de graves problèmes de santé, explique l'étude. Écoutez les gars, je crois que vous n'avez absolument pas envie d'y arriver en fait. En fait, vous êtes très content d'être comme vous êtes. Des victimes. Victimes des autres, victimes du système, victimes de la crise, des événements et de la société, et tout ça c'est très confortable pour vous. Je vais vous dire les gars, vous êtes sinistres, vous êtes ratés et minables. Et vous vous êtes très bien conditionnés dans votre tête pour rester ratés, minables et sinistres toute votre vie. Restez au niveau 0. Si ça se trouve, ça vous excite même. Et puis ça vous rassure. Je vais vous le dire, les gars. Et je vous ai réveillé, en fait. C'est ça, hein? Non, mais rendormez-vous. Hein. Surtout, vous réveillez pas. Vous risqueriez de faire quelque chose de surprenant une fois dans votre vie, et ça serait terrible. Qu'est-ce qu'il y a, Daniel? Qu'est-ce qu'il y a?
Tu t'es regardé dans une glace cette année? Hein? Tu t'es regardé? Non mais on dirait que tu t'habilles en pyjama. On dirait que tu dors dans les mêmes vêtements depuis 3 mois. La cravate à la base c'est pour donner un peu de tenue et de prestance. Mais toi, on dirait que t'as accroché ton vieux mouchoir à ton col de chemise et que tu te mouches dedans depuis 5 ans. Est-ce que tu crois que ça donne envie d'ouvrir la porte quand on voit débarquer un type comme toi? Un type habillé en clown de ménagerie? Alors si vous êtes content d'être comme vous êtes, ben moi je suis pas content, d'accord? Non, mais je suis très déçu. Je suis déçu parce que je vous ai fait confiance, moi. Ouais. J'ai pris des risques, moi, pour vous. Et les gens au-dessus de moi, je les ai convaincus que c'était important de vous faire confiance. Pour vous permettre d'accéder à ce job-là, à un vrai job. Mais c'est ça que vous me redonnez? En retour de la confiance que je vous ai donnée? C'est ça que vous me redonnez? Non mais arrêtez ça, les gars. Arrêtez de subir votre vie. Hein. Si vous en êtes là, à votre âge, c'est uniquement votre responsabilité, d'accord? C'est pas celle des autres. Vous pouvez réussir si vous le voulez, d'accord? Vous êtes libre de vous en sortir, d'y arriver, à faire du chiffre, à faire des ventes, à gagner votre vie dignement. Mais non, je dirais que vous n'avez pas envie, en fait. Hein? Vous êtes là, vous êtes des naufragés, quoi, des pauvres types. Mais enfin, vendez le guide universel des droits sociaux de l'être humain. Aidez les gens à se défendre et défendez-vous vous-même. Aidez-vous vous-même, c'est simple ça, c'est pas compliqué. Qu'est-ce qu'il y a, Philippe? Qu'est-ce qu'il y a? Alors toi, toujours la même tête, hein, quoi qu'on dise et quoi qu'on fasse. À rigoler aux petites blagues pas drôles de tes camarades sinistres, à côté de toi, là. Tu veux pas me surprendre un peu, Philippe, et te surprendre toi-même? Vous savez quoi? On va faire une chose très simple. Ça va être très simple. Là, ce soir, je rentre me coucher, d'accord? Et demain, je vous laisse vous démerder toute la journée avec les gens dans les immeubles, d'accord? Et demain soir, celui qui n'aura pas fait une vente, une toute petite vente, hein, une toute petite commande, eh bien il pourra directement rentrer chez lui, hein, à son domicile à lui, ou même, tiens, même en maison de retraite s'il veut, par le dernier train de nuit. Parce que là, j'ai plus envie de rire. D'accord? Vous me faites plus rire. Alors lui, c'est Franck, dans une pièce de théâtre, de Joël Pomerat. C'est la grande et fabuleuse histoire du commerce, de Joël Pomerat. Et donc j'ai eu la chance de pouvoir jouer ce rôle de Franck. Sauf que c'est pas vraiment un rôle de théâtre, parce que quand j'ai joué cette pièce avec ma compagnie de théâtre, à la sortie, il y a beaucoup de gens qui ont dit « Non mais, Franck, il existe, hein, je le connais, c'est mon chef. » Et du coup, je voulais illustrer ça par rapport au travail. Et le fait que quand j'ai commencé à bosser, moi c'était en 2007 à peu près, je suis ingénieur, j'ai fait l'INSA à Villeurbanne. Et quand j'ai commencé à travailler, donc à rentrer dans l'emploi, je trouvais ça extrêmement violent. Pas vraiment compris ce qui m'arrivait en fait. Demander de produire des choses sans forcément pouvoir agir des fois sur le processus lui-même, même quand on est ingénieur. Et puis surtout, très vite, il y a eu un événement qui s'est plutôt mal passé, qui était assez traumatisant, c'est que, je vous explique rapidement mon métier, très rapide. Je suis maître d'œuvre en aménagement urbain, donc je conçois l'espace public, les réseaux, l'eau potable, l'électricité, l'assainissement, l'éclairage, les arbres, le paysage. Et sur une opération, sur laquelle j'avais travaillé seul, sans contrôle de mon supérieur hiérarchique, plutôt en autonomie, parce qu'il faut produire, eh bien, on rend le dossier de conception, on rend tous les plans, on rend tous les marchés de travaux, etc. Et puis notre mission s'arrêtant là, on n'entend plus parler de l'opération. Et puis, un an après, la ville, qui était la maîtrise d'ouvrage de cette voirie, rappelle en disant il faudrait que vous veniez sur place parce qu'en fait il y a eu un accident qui a failli être mortel sur l'opération, puisqu'on a voulu creuser les fosses d'arbres à l'endroit où vous l'avez indiqué sur les plans, et on a trouvé un réseau électrique qui n'était pas recensé. Donc oui, effectivement, nous avions rendu un dossier sur lequel manquait le réseau haute tension.
Et les arbres étaient positionnés au-dessus. Et ni le maître d'ouvrage, qui est aussi dans la chaîne de responsabilité, ni l'entreprise n'avaient pris le soin de faire leurs démarches, qui sont aussi de leur responsabilité. Et de fait, un apprenti s'est trouvé, de 18 ans, s'est trouvé sur une pelle mécanique, à ouvrir et à toucher le réseau et a failli y rester. Par chance, il n'y a pas eu de dégâts autres que matériels, mais toute cette histoire m'a plutôt perturbé, et de se dire comment on pouvait en arriver là, dans le travail, par une chaîne de décisions, de mauvaises décisions, arriver à des accidents du travail qui vont jusqu'à la mort. Je rappelle qu'il y a à peu près 500 ou 600 personnes tous les ans qui meurent d'accidents du travail en France. Et je pense que c'est à ce moment-là que j'ai dû me syndiquer pour essayer de comprendre comment fonctionnait la boîte et pourquoi est-ce que j'avais, moi, à gérer 15 affaires en même temps qui ne me permettaient pas, selon moi en tout cas, de faire correctement mon travail. Et en fait, j'ai vite découvert qu'il y avait un truc qui n'était pas normal, c'est que j'étais salarié au forfait jour. Toute la boîte d'ailleurs, en tout cas tous les cadres, étaient salariés au forfait jour. Forfait jour, c'est quoi? C'est vous avez le droit de vous reposer de 11 heures entre 2 journées, donc de travailler 13 heures, et de vous reposer 35 heures le week-end. Ce qui fait qu'en fait, vous pouvez aller jusqu'à 78 heures par semaine de travail, et tout ça, c'est légal. Pourtant, la durée du travail maximum en France, c'est plutôt 45-46 heures. Éventuellement, l'inspection du travail peut ponctuellement autoriser 60 heures de travail si c'est sur une très courte durée. Mais 78 heures, c'est bizarre. Et surtout qu'en fait, en commençant à gratter dans la convention collective, ce contrat de travail au forfait jour était réservé à des hauts managers payés plus de 4 500 € par mois. En fait, quand je regardais ma feuille de paye, avec mes 2 000 €, j'étais quand même loin du compte. Et donc ça a pris 8 ans de combat syndical, avec 3 négos, un recours en justice, un départ de RH qui change, qui fait qu'on repart les négociations à zéro, etc. Mais on a fini par faire coller l'entreprise un nouvel accord de temps de travail dans la boîte, qui respecte la convention collective, ce qui n'était pas le cas avant, et qui fait qu'on a remis 80% des cadres à l'heure, et reste au forfait jour le top management, qui effectivement est payé plus de 4 500 € par mois. Alors comme ça a l'air de rien, mais en fait c'est fondamental ce changement de contrat de travail et de relation qu'on a avec le travail, c'est que si vous êtes au forfait jour, vous avez un objectif de résultat. Vous, en tant qu'individu, on vous donne une mission, peu importe les moyens finalement, parce qu'ils sont à géométrie variable, c'est du forfait, vous devez réaliser la mission. À partir du moment où vous avez un contrat à l'heure, c'est plus pareil. Vous êtes dans la position où vous pouvez demander des moyens pour parvenir à votre résultat. On déplace en fait la responsabilité de l'objectif de résultat de l'individu vers l'entreprise. Et dans l'organisation du travail au quotidien, la répartition des tâches, la gestion des dossiers, ça change tout. Et là, on est dans cette transition dans la boîte depuis plus d'1 an, où en fait, on est obligé de revoir nos pratiques de travail, parce que, évidemment, quand anciennement un cadre débutant, on lui faisait faire 50 heures, et qu'aujourd'hui, on lui dit, en fait, il faudrait partir parce qu'on ne payera pas d'heures sup, parce que c'est ça la réalité, en fait. Dans l'ingénierie en France, on ne paye pas les heures sup qui sont faites. Ça change tout, on doit tout revoir. Et ça me fait revenir à mon grand-père, cette histoire de syndicalisme. Parce que mon grand-père était syndiqué. J'ai appris ça récemment, en discutant finalement, presque là, en faisant la conférence. Discutant avec lui, je me suis rendu compte que donc, mon grand-père habitant en Auvergne, à côté de Clermont-Ferrand, il a travaillé toute sa vie à Michelin. Voilà, ça c'est un grand classique. Et en fait, mon grand-père était au comité d'hygiène et de sécurité de Michelin, enfin en tout cas d'une partie de son atelier. Et quand j'écoute mon grand-père, il se battait quoi, pour avoir des conditions de travail plus justes, des conditions de sécurité. Même à l'entendre, alors des fois il radote un peu, donc je ne sais pas la part de vrai et de faux là-dedans. À l'entendre, il est allé voir Édouard Michelin à l'époque.
pour lui dire qu'il y a des gars qui travaillaient tout seuls à l'atelier le soir, la nuit, pour essayer de finir le boulot, quoi. Et que ça, c'était pas normal, qu'il fallait interdire ça, et qu'il avait obtenu le fait que plus un ouvrier travaille tout seul la nuit dans la ville. Finalement, il y a cette histoire de connexion avec mon grand-père, et du coup, je le dis là parce que ça me revient à chaque fois en tête, et je l'oublie. Je m'appelle Laurent, ça vous l'avez compris dans la présentation. Et mon grand-père s'appelle Roland. Je me dis qu'il y a un truc, il y a une connexion, il y a quelque chose. Hikikomori est un mot japonais désignant un état psychosocial et familial concernant principalement des hommes qui vivent coupés du monde et des autres, cloîtrés le plus souvent dans leur chambre pendant plusieurs mois, voire plusieurs années, et ne sortant que pour satisfaire aux impératifs des besoins corporels. Ni grabataires, ni autistes, ils se sentent accablés par la société. Ils ont le sentiment de ne pas pouvoir accomplir leurs objectifs de vie et réagissent en s'isolant de la société. Près de la moitié le serait devenu suite à un problème d'emploi ou de recherche d'emploi. 70% sont de sexe masculin et 44% ont la trentaine. Leur nombre va croissant puisqu'il a été comptabilisé 264 000 hikikomori au Japon en 2011. En 2016, le gouvernement japonais publie une étude qui décompte 540 000 hikikomori enfermés au moins depuis 6 mois, pour les 15-39 ans. Sam, 10 ans, est un rescapé, né en Chine. Il est adopté par une famille aux États-Unis. Mais Sam ne répond finalement pas aux attentes de ses nouveaux parents. Un enfant adopté développe souvent des troubles du comportement, comme de la violence ou une peur incontrôlée de l'abandon. Qu'à cela ne tienne, puisqu'aux États-Unis, il est possible de mettre son enfant sur le marché de l'occasion. Les États-Unis n'ont pas ratifié la Convention internationale relative aux droits de l'enfant. Les Américains considèrent qu'une adoption qui ne fonctionne pas, c'est comme un mauvais mariage. Il suffit de divorcer. Dès lors, certains bambins sont adoptés 3, 4 ou 5 fois. Environ 25 000 enfants sont comme ça vendus ou échangés chaque année aux États-Unis, sans aucun regard des services sociaux. C'est un marché sous-marin, en marge de la loi, qui permet de se séparer de l'enfant et de le proposer à la réadoption par une autre famille. Amanda, 5 ans, les yeux bleus, adore les puzzles, 4 500 $. Jérémy, bout en train, 2 750 $. Jason, 12 ans, aime la pizza et le blitzball, 2 400 $. Book a Friend est le leader mondial de la location d'amis par affinité. Book a Friend vous permet de chercher, trouver et louer des amis adaptés à vos envies et à vos besoins. Et ce, quel que soit le pays, la ville, le jour, l'heure ou la situation, grâce à Book a Friend, vous pouvez louer un ami ou un groupe d'amis partout dans le monde, et selon une multitude de critères, physiques, physiologiques, géographiques, compétences, hobbies, professions, que ce soit pour une rencontre amicale, rencontre amoureuse, pour aller boire un verre, discuter, faire du sport, de la musique, voyager, trouver une babysitter, apprendre la cuisine, enseigner votre savoir. Les possibilités sont infinies. Vous pouvez aussi être un ami à louer, et oui, et générer des revenus importants. Gérer votre emploi du temps, vivre de nouvelles expériences, vous faire repérer par des professionnels et faire d'agréables rencontres. Book a Friend est le nouveau concept à la mode, et la location d'amis s'adresse à tout le monde, que vous soyez jeune, moins jeune, actif, retraité, heureux, malheureux, beau ou laid. Book a Friend est fait pour vous, alors rejoignez vite la communauté. Ce texte-là que je viens de lire sur
Book a Friend, j'ai rien inventé, hein. J'ai copié-collé le texte d'un site internet qui existe, qui s'appelle Book a Friend et qui propose de se louer comme ami. Alors du coup, dans mes différentes façons, je ne sais pas si vous l'avez compris, je ne l'ai peut-être pas exprimé très clairement, mais qu'en fait je raconte là mes différents engagements pour essayer de changer le monde. Mon engagement dans les villes en transition, mon engagement syndical pour essayer d'améliorer mes conditions de travail. Et du coup, une autre façon d'essayer de changer le monde, c'était de devenir entrepreneur. Ouais, on nous le dit peut-être tout le temps sans cesse, créez votre entreprise, quoi. Et ben, j'ai fait pareil. Je fais ce qu'on me dit, quoi. J'essaye de changer le monde à ma façon. Et j'ai créé avec deux copains un site internet qui s'appelle Click and Garden, qui permet de partager son jardin et de partager ses récoltes, puisque toujours sur cette thématique du jardin qui est vraiment me reste dans les pieds et dans lequel j'ai envie d'être ancré, on a créé ce site internet donc pour essayer de multiplier les occasions de jardiner, de faire que les gens échangent et jardinent plus. Aujourd'hui, cette structure, on la veut de l'économie sociale et solidaire, c'est une association d'ailleurs, car beaucoup d'entreprises peuvent être des associations. Mais malgré tout, quand je fais la comparatif avec Book a Friend, je vois bien que je suis sur la crête et que moi aussi je suis en train de créer l'entreprise capitaliste qui va faire grossir le monde marchand et le faire empiéter sur le monde non marchand. Parce que s'il y a bien quelque chose qui me semble que le capitalisme arrive à faire de manière formidable et va continuer à faire, c'est de tout marchandiser. On le voit avec les enfants adoptés, on le voit avec, je pense bientôt, l'air qu'on va respirer, l'eau qu'on boit. Cette capacité du capitalisme à transformer tout en marchand. Comment on sort de ça, quoi? Comment on s'arrête? Comment on réinstaure des zones de gratuité, de non-marchandise? Là, il y a un enjeu colossal de transformation du monde. Et je ne peux pas m'empêcher de prendre ce moment-là pour faire un petit tacle à notre ami Benoît Hamon. Benoît Hamon, en 2014, il crée la loi de l'économie sociale et solidaire et il permet à des entreprises capitalistes, des structures d'entreprises, de rentrer dans le monde de l'économie sociale et solidaire qui était jusqu'à présent réservé aux associations, aux fondations et aux mutuelles. Et de fait, on voit aujourd'hui, Lyon n'y échappe pas, et voire même des fois la multiplication des structures d'accompagnement de l'économie sociale et solidaire interroge quand on voit qu'il y a des entreprises maintenant qui s'occupent de proposer aux réfugiés un accueil, voilà, développer les jardins, etc. Enfin, il y a énormément de choses, accompagner les personnes malades à l'hôpital. Tout ça, aujourd'hui, l'entreprise, les entreprises, les startups sont en train d'investir ce champ de manière énorme. Là aussi, sans transition forcément directe, mais je vais revenir à des questions d'effondrement. Et au fait qu'il y a tout un imaginaire autour de l'effondrement qu'on a tous. Et on peut le piocher dans différents endroits, on peut le piocher dans la littérature, on peut le piocher dans le cinéma, on peut aller piocher ça dans la musique. Alors voilà, je vous donne comme ça en bribe de trois infos, et puis limite ça m'intéresse éventuellement d'échanger rapidement là-dessus. Il y a des très bons livres sur l'apocalypse et l'effondrement. Dans la littérature, je pense à un bouquin de Barjavel qui s'appelle Ravage. Voilà, une société qui vit et qui dépend de l'électricité. Et puis un jour, on ne sait pas quoi, il y a un effondrement des systèmes de production d'électricité et on suit du coup l'écroulement de cette civilisation qui repart là aussi sur des collectivités rurales beaucoup plus petites. Je pense à Malville de Robert Merle, que du coup j'ai lu depuis en préparant cette conf. Là c'est un bouquin qui date des années 70 et c'est une guerre nucléaire qui dévaste l'humanité. Mais nous on est dans la campagne française et on suit un petit groupe qui réussit à survivre parce qu'au moment de l'explosion, ils sont dans une cave et la chaleur de la cave ne monte pas trop, fait qu'ils arrivent à survivre. Et on voit comment ils arrivent à reconstituer une communauté à partir de rien, à partir d'un monde dévasté.
Dans le cinéma, je pense à La Route, de Cormac McCormick, qui a été adapté au cinéma, où on est dans un monde complètement dévasté, où plus rien ne pousse, le ciel est gris, la terre est stérile, et c'est un papa et son petit garçon qui essayent d'errer comme ça dans ce monde dévasté pour survivre. L'Armée des 12 singes, vous l'avez en tête ça? Je vous fais l'extrait, là j'ai fait un petit extrait du film. Je vais faire parler le méchant, celui qui... Je vais spoiler personne parce que je considère que tout le monde a vu ce film. Désolé pour ceux qui ne l'auraient pas vu, mais... À la fin, on comprend que l'épidémie qui a ravagé le monde dans l'Armée des 12 singes a été disséminée par un agent de laboratoire qui a pris sa petite mallette de virus et qui, d'aéroport en aéroport, a contaminé toutes les zones du monde. Et à peu près au bout de 20 minutes du film, au début, on ne sait pas encore que c'est le méchant, mais on le voit parler. Et il dit ça. Je trouve, Dr Riley, il s'adresse à l'héroïne, que vous êtes injuste avec les alarmistes. Aujourd'hui, je pense que le monde est bien obligé de reconnaître que la planète n'a aucune chance de survivre aux excès de l'espèce humaine. La prolifération des armes atomiques, la démographie galopante, la pollution des mers, des terres, de l'air, le non-respect de l'environnement. Dans un tel contexte, ne croyez-vous pas que celui qui crie au loup est beaucoup moins délirant qu'on ne veut le dire, et que la devise de l'Homo sapiens, consommons, est le cri de guerre du vrai fou? C'était le docteur Peters, dans l'Armée des 12 singes. Je vous cite Mad Max, Matrix, Soleil Vert, tous des films à voir sur l'humanité en déclin, etc. Je pense qu'on peut énormément puiser de cet imaginaire des leçons pour le présent. Dans un autre film qui est vraiment un nanar, mais qui vaut le détour, Zardoz. Un film avec Sean Connery, que je vous conseille vraiment. J'ai regardé en plusieurs fois parce qu'on s'endort. Mais ça nous décrit une société entre une élite qui vit dans une espèce de bunker et puis des hordes d'humains non civilisés, etc. Et voilà, on est aussi sur une forme de fin de monde, donc Zardoz, conseil Zardoz. Dans la musique aussi, si je vous chante REM, It's the end of the world as we know it. It's the end of the world as we know it. It's the end of the world as we know it. And I feel fine. Et cette musique-là a été reprise en générique de Le Visiteur du Futur, qui est une petite web-série sur YouTube, où il y a un visiteur du futur qui débarque dans le présent et qui dit « Surtout, Daniel, ne fais pas ça, ne mets pas ta main comme ça, parce que si tu fais ça, le monde dans 50 ans va s'effondrer. » Et il explique la réaction en chaîne. Voilà, je vous conseille Le Visiteur du Futur. Dans les jeux vidéo, je pense à Fallout, moi notamment, j'en ai joué des heures. Après une guerre apocalyptique, on est avec son fusil, on essaye de survivre. Voilà, et je pense qu'il y a beaucoup de choses à puiser là-dedans. Très rapide dans la conférence, j'ai mis du Vivaldi, je ne sais pas si vous l'avez noté ou compris. J'ai mis les 4 saisons. Toujours par rapport, pour s'ancrer dans cette histoire du jardin et de dire qu'on a besoin de se reconnecter aux saisons. C'est ça qui nous fait vivre, quoi. Ce sont les cycles. Et du coup, autre chose que je voulais partager avec vous, c'est la connexion qu'il y a, et qui est trop peu connue, il me semble, entre le jeu de cartes et le calendrier. Est-ce que vous saviez qu'un jeu de 52 cartes, ou un jeu pas de belote, etc. D'accord. Donc ces 52 cartes, ce sont les 52 semaines. On a 2 grandes couleurs, le noir et le rouge, sont pour les 2 périodes de l'année qui sont le solstice d'été et le solstice d'hiver. Évidemment, on a les 4 couleurs, pique, trèfle, cœur, carreau, pour les 4 saisons. Et quand on fait la somme des chiffres à l'intérieur de chaque saison, on a le nombre de jours de la saison. Et quand on fait la somme totale des cartes, on arrive à 364.
plus un joker 365, plus un deuxième joker 366 pour les années bissextiles. Et qu'en fait, on a sous nos yeux un calendrier des saisons quand on joue aux cartes. Voilà, j'aime bien partager ce... Je vous raconte un dernier engagement avant de reparler d'effondrement et de ce qu'on pourrait faire. C'est mon engagement politique, que certains et certaines ici connaissent, puisque je milite avec eux à Villeurbanne. Et d'abord mon engagement au parti de gauche depuis 2012. Et là on retombe sur un des petites anecdotes que j'ai citées au début, puisque le parti de gauche a mis deux grandes figures en avant, hommes-femmes pour la parité, Jean Jaurès d'un côté et Louise Michel de l'autre. Là, on retombe sur Louise Michel, qui est née comme moi un 29 mai. Et du coup, cet engagement au parti de gauche a débouché en 2017 sur une candidature de ma part, avec le collectif derrière bien sûr, aux législatives à Villeurbanne. Et oui, finalement, quand on veut changer le monde, changeons les institutions, comme disait Frédéric Lordon, et on arrivera à transformer la société. Alors je vous passe l'histoire sur la campagne, mais je vous raconte quand même l'anecdote sur la fin du premier tour. Donc à Villeurbanne, on fait Bruno Bonnel, République En Marche, 30 et quelques pourcents, aux législatives en 2017. Najat Vallaud-Belkacem, Parti Socialiste, 17%. Et Laurent Legendre, France Insoumise, 15%. Donc on passe très près du second tour, mais on ne double pas Madame la ministre de l'Éducation du gouvernement de François Hollande. Et le soir, à 23h, elle m'appelle. On avait échangé le numéro pour négocier le premier tour. C'est comme ça qu'on fait dans la politique. Et Laurent, alors on se rend rendez-vous demain matin, lundi, petit déjeuner à 9h à Bétan, rue Henri Darbus. Puis comme ça, on discute du fait que tu vas me soutenir. Ok. J'en parle tout de suite aux copains. Non, hors de question, t'y vas pas demain matin, tout seul. Non, hors de question, c'est pas comme ça qu'on va faire. Tu la rappelles, on fait une assemblée générale de toute la France Insoumise le soir, le lundi soir, à 19h. On la convoque, elle nous explique pourquoi on doit la soutenir, puis après on la fait sortir et puis on décide. Alors c'est ce qu'on fait, du coup je la rappelle à 2h du matin. Elle décroche, alors qu'elle dormait, mais du coup on décroche à quelqu'un qui fait 15%. Et donc on la convoque le lendemain, etc. Et donc elle vient. On est assez nombreux, on devait être, je pense, 40 ou 50 dans notre petit local. C'est la fin de la campagne, on a tous bien bossé, mais voilà, on bute sur ce premier tour. Et Madame Najat Vallaud-Belkacem nous explique qu'on doit la soutenir parce qu'elle est de gauche, que voilà, elle a toujours été socialiste et que c'est normal en fait qu'on la soutienne. Et pas plus que ça, quoi. Pas de commentaires sur l'état d'urgence à l'époque que François Hollande met en place, pas de commentaires sur notre programme écologique, sur l'écologie ou sur des choses qu'elle pourrait porter. Du coup, on la soutient pas. Et du coup, dans la nuit, elle m'envoie des messages me disant « Bon Laurent, si vous me soutenez, je saurai m'en souvenir. » La classe, hein. Et puis un peu plus tard, bon ok, si vous me soutenez, je veux bien porter une proposition de loi pour vous. Voilà, donc je pense que depuis, ça devait être le dernier texto. J'ai pas eu de nouveaux échanges avec Najat Vallaud-Belkacem depuis. Il me semble qu'on la voit pas trop à Villeurbanne. Bref. En tout cas, cette action politique, elle me paraît essentielle pour, comme je vous disais, changer les institutions. Si on ne change pas le cadre, on n'arrivera pas à changer les choses. Et là, c'est là où je vais avoir une divergence avec les colibris qui ont levé la main à un moment dans la salle. Peut-être que c'est nécessaire, mais ça ne me paraît pas suffisant.
de se dire qu'on peut changer le monde en se changeant soi-même. Voilà, je le dis franchement, c'est mon postulat, c'est ma théorie, c'est ce que j'essaye de défendre. Ok, on peut changer les choses à son échelle, on peut faire son compost, on peut diminuer sa consommation d'eau, on peut se déplacer à vélo, etc. Mais si on ne fait que ça, le monde ne va pas changer suffisamment vite pour qu'on évite un effondrement. Si on veut changer les choses, il faut qu'on change le système, il faut qu'on change les institutions. Le programme de la France Insoumise là-dessus était clair, c'était faire la 6ème République, quoi, changer le cadre d'un républicain. Et il y a un cadre auquel il faut qu'on s'attaque aussi, et là je vais prendre encore 3 minutes pour défendre un point de vue sur les traités européens. S'il y a bien un cadre aujourd'hui qu'il faut faire sauter, si on veut aller vers plus de solidarité, plus de prise en compte de l'écologie et d'un monde plus juste, c'est faire sauter le cadre des traités européens. Le capitalisme, lui, me semble, a compris que le cadre était essentiel, au point qu'il a créé un cadre qui lui va bien. L'Union européenne aujourd'hui, les traités européens aujourd'hui tels qu'ils sont construits, c'est une grande zone de libre-échange où les mouvements de capitaux sont complètement libres, sans aucun contrôle, mais sans non plus harmonisation fiscale et sans harmonisation salariale. Et d'ailleurs, c'est écrit dans les traités qu'il n'y a pas d'objectif de convergence. Donc nous sommes, dans ce cadre-là, contraints à voir la France se désindustrialiser, à ne pas pouvoir jouer avec la monnaie pour jouer sur notre taux de chômage ou sur une relance d'activité. On est pris dans un carcan qui va tout à fait au capitalisme. Et donc je pense qu'il y a un travail à faire, et j'essaye de le faire en faisant cette conférence notamment, pour déconstruire l'image positive de l'Europe et surtout arrêter de mettre un point égal entre l'Union européenne et l'Europe. Un exemple sur ce qu'aujourd'hui l'Europe vers laquelle nous conduit, c'est que mes parents ou mes grands-parents, demain, je les placerai en maison de retraite au Portugal ou en Pologne parce que ce sera moins cher. Aujourd'hui, c'est ça qui se passe. C'est ce modèle-là que nous propose l'Union européenne. Et la même chose pour la jeunesse. Tous les jeunes espagnols ou les jeunes grecs qui sont partis travailler en Allemagne ou ailleurs dans le monde, et qu'on a du coup on a créé des zones en déclin démographique par des fuites de jeunesse, de population, du fait d'une organisation politico-économique. Voilà. J'ai pas la réponse, et ce serait bien présomptueux de l'avoir, de comment on fait pour exactement s'en sortir, etc. Mais par contre, le boulot qu'il y a à faire, et j'espère que je vous ai un petit peu convaincu ou semé le doute si vous n'aviez pas ces idées-là en tête, c'est de déconstruire l'image positive que peut avoir l'Europe et de montrer l'effet négatif de ces traités européens. Et j'en reviens à mon grand-père. Mon grand-père, jardinier, syndicaliste. Il a voté Front National toute sa vie. Alors, c'est pas exactement ça. Quand j'ai fait cette conférence pour la première fois, il y avait mes parents, et ma mère m'a dit à la fin, non mais c'est pas ça. Ok, ton grand-père, il a voté Front National toute ta vie. Ce qui fait une petite différence. Mon grand-père, probablement, votait Parti communiste avant ça, et puis a basculé Front National. Mais pour quelle raison? Parce que mon grand-père était quelqu'un de foncièrement raciste. Je ne pense pas que ce soit ça la raison. Je pense qu'il y a vraiment cette question de l'autonomie, la souveraineté, et le fait qu'à un moment donné, c'est moins le cas maintenant, mais seul le Front National portait la parole de la souveraineté et de l'autonomie, qui, je pense, doit être repris par un flambeau à gauche, et que cette souveraineté permet l'égalité, la justice et le monde écologique dans lequel on vit. Si j'en reviens à l'effondrement, on a vu ensemble les cas sur les îles qui existent, on a vu l'effondrement qu'on a dans l'aspect populaire et la littérature, le cinéma.
Et aujourd'hui, peut-être que cette conférence surfe un peu sur l'actualité, mais on voit apparaître des collapsologues. Donc, les collapsologues sont ceux qui veulent étudier l'effondrement, les comportements liés à l'effondrement, et surtout font une hypothèse fondamentale qui change notre façon de penser. C'est de dire, en fait, on ne peut plus éviter l'effondrement. Très longtemps, j'ai milité en disant, on va changer le monde, on va faire une transition, on va arriver à un monde plus juste, en douceur. Maintenant, je pense qu'il faut changer de pied. Les collapsologues nous proposent ça. Je pense à Pablo Servigne notamment, mais je peux en citer un autre juste après, Dimitri Orlov. En fait, je pense que maintenant, il est trop tard. On a trop détruit les sols, on a trop détruit l'environnement, on est allé trop loin dans le pillage des ressources. D'une manière ou d'une autre, on va s'effondrer. Donc il faut plutôt essayer de prendre ça comme un fait et de voir comment on peut agir à l'intérieur de ça pour proposer un monde demain, quoi. De créer les conditions d'émergence d'une nouvelle société demain, après l'effondrement, mais qu'en fait, il faut planter les graines tout de suite. Mais que, là aussi, je vais le dire peut-être avec brutalité, mais les marches pour le climat qu'il y a eu à Lyon récemment, il est encore temps. Non, c'est trop tard. C'est foutu là. Faut qu'on fasse autre chose. Faut qu'on soit sur un autre... on est l'étape d'après, quoi. C'est trop tard, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Ça va s'effondrer, qu'est-ce qu'on fait? On fait autre chose là. On n'est plus là-dedans. Et Dimitri Orlov, lui, il propose il explique que pour lui, l'effondrement, il nous les détaille en fait, ces effondrements. Il arrive en 5 stades. D'abord, un effondrement financier. En tout cas, c'est sa façon de voir les choses. La monnaie, les flux de monnaie, etc. s'effondrent. Ce qui provoque un effondrement commercial. Du coup, puisqu'il n'y a plus de fluidité dans la circulation des échanges, le commerce se bloque, on arrive en pénurie de ressources, en précarité, etc. Et ça crée pour lui, de manière successive, un effondrement politique. De fait, tout ça remonte au niveau institutionnel et ça crée de l'instabilité politique. Si on va plus loin, si les choses se dégradent suffisamment fortement, il imagine encore un stade supplémentaire qui est un stade d'effondrement social, voire jusqu'à un 5e stade d'effondrement culturel. Lui, Dimitri Orlov, il a vécu l'effondrement de l'URSS et la chute du mur. Il explique comment il a vu ces dynamiques-là. Voilà, on a donc des théoriciens de l'effondrement aujourd'hui. Je vous ai parlé de Star Wars tout à l'heure. En fait, Star Wars, il n'a pas été écrit par George Lucas. C'est pas vrai. Il a été écrit par des écolos non violents. Et ça s'appelle pas la guerre des étoiles, ça s'appelle la désobéissance civile non violente des étoiles. Donc dans le film de George Lucas, les rebelles parviennent à détruire l'étoile noire avec le vaisseau, d'accord? Ils utilisent un espèce de laser, comme ça, le feu qui détruit l'étoile noire. Et donc, dans la vraie version de Star Wars, dans la version non violente écologiste, la démarche écologiste non violente consiste à freiner l'Empire. Par exemple, on crée des campagnes pour que les planètes qui vont être détruites par l'étoile noire, elles vendent du café bio, par exemple, sur des planètes, ou du sucre équitable, et on essaye de vendre tout ça aux habitants de l'étoile noire pour essayer de les sensibiliser sur le fait que c'est important de garder les Ewoks, par exemple. On promeut l'écotourisme pour essayer de sensibiliser les soldats de l'étoile noire et pour les sensibiliser à l'importance de conserver les planètes. D'autres écologistes, beaucoup plus radicaux, attaquent l'Empire en justice en produisant une étude d'impact environnemental qui montre les dégâts environnementaux et sociaux de destruction de la planète. Un groupe encore plus radical pénètre dans les quartiers généraux de Dark Vador et l'entarte avec une tarte à la crème végane. Les rares rebelles qui veulent prendre les armes contre l'Empire sont rejetés par les écologistes, qui indiquent que ce serait perpétuer la philosophie nuisible de l'Empire. Si nous voulons changer Dark Vador, changeons-nous nous-mêmes. On tombe sur la fable du colibri. Ce texte-là, c'est un texte d'Eric Jensen, une organisation américaine qui s'appelle Deep Green Resistance.
et qui propose de manière extrêmement radicale que non seulement l'effondrement de la société est inévitable, mais qu'en fait il est très vite souhaitable. Il faudrait qu'on y arrive le plus vite possible pour préserver ce qui reste de vivant et pouvoir reconstruire quelque chose derrière. Je reviens sur la fable du colibri. Il y a plusieurs versions de cette fable du colibri, en tout cas, j'ai l'impression que c'est comme les fables, en fait, on peut l'inventer et la raconter comme on veut. Et ce qu'on raconte pas dans la fable du colibri, c'est la suite. C'est qu'une fois que le colibri il a commencé à faire ses allers-retours avec sa petite goutte d'eau pour essayer d'éteindre l'incendie, et si tous les autres animaux se mettent comme ça à le regarder, et notamment l'éléphant, le rhinocéros, le lion, etc., qui sont les plus gros, qui le regardent, en fait, le colibri finit par s'épuiser. Il se fatigue, le colibri, et il finit par mourir. Et Isabelle Attard, qui est une ancienne députée écolo, qui aujourd'hui se définit comme éco-anarchiste, a raconté une autre histoire encore du colibri, considérant maintenant que le sanglier, il aidait le colibri en attaquant les humains qui mettaient le feu à la forêt. Parce que si on ne va pas attaquer à la source, là où se déclenche l'incendie, on a beau essayer de l'éteindre, l'incendie sera toujours là. Toute cette réflexion-là, c'est une question que je pose. Parce qu'aujourd'hui, il faut bien croire que la question de la violence, le rapport à la violence, se pose. Que faisons-nous vis-à-vis du système, puisque toutes les voies démocratiques échouent, les manifestations, les pétitions, etc. On le voit bien avec aujourd'hui la dureté du gouvernement Macron de ne pas écouter les revendications du peuple. Est-ce qu'aujourd'hui, il faut poser la question de la violence, et notamment de la violence matérielle, pour essayer de déconstruire notre civilisation et qu'elle arrête de détruire le vivant? Je n'ai pas les réponses, mais en tout cas, c'est vraiment des questions que j'ai envie de partager avec vous. Et à la limite, s'il y a bien un sujet que je veux qu'on débatte à la fin, sur un petit temps, c'est peut-être de celui-là. Je vous cite 2-3 autres structures. Je pense à la structure Adrastia, qui est une structure lyonnaise, qui travaille sur l'effondrement. Elle est créée notamment par Vincent Mignereau, qui est aussi lyonnais, et qui viendra à une prochaine conférence, je ne sais plus si c'est celle du mois de mars, Christian vous précisera après, sur les questions de l'effondrement. Et là aussi, le comité Adrastia se met sur le pied, on le disait tout à l'heure. En fait, arrêtons de penser qu'on va réussir à éviter l'effondrement. Non, prenons-le en compte et voyons à partir de ce constat comment semer les graines pour qu'un nouveau monde éclot après l'effondrement. Une autre structure qui me paraît extrêmement importante, c'est SOS Maires, comme les communes, qui rappellent que les maires ont encore une compétence importante de responsabilité de l'ordre public, responsabilité de l'alimentation en eau potable, en électricité, en énergie, en alimentation de leur population. Ils ont encore un pouvoir, quoi qu'on en dise, de plus en plus réduit, mais qui existe encore, et que symboliquement, les mairies, la commune, peut être un point d'appui, un levier, pour préparer nos territoires à la résilience et se préparer aux chocs qui vont arriver. Voilà, moi je me suis beaucoup engagé à différents stades, souvent dans des collectifs, et j'aimerais vous passer ce message-là, que c'est dans des engagements collectifs qu'on peut s'en sortir, pas que sur des engagements individuels, que ce soit associatif, syndical, politique. On a besoin aujourd'hui qu'on s'engage tous, en fait, qu'on s'engage tous collectivement dans une forme de résistance. Il y a quand même des choses qu'on peut faire individuellement, ou en tout cas sur lesquelles on doit grandir, c'est le jardinage. Je pense qu'on a tous besoin d'apprendre à rejardiner. On devrait mettre à l'école primaire des cours de jardinage, de la même manière qu'on fait la cuisine, etc. Enfin voilà, il y a une nécessité de se recréer une culture autour de ça. J'ai coupé des choses pour pas être trop long. Du coup, voilà,
vous verrez peut-être d'autres versions ailleurs de cette conférence parce que c'est vraiment un objet mouvant et vivant que je fais évoluer à chaque fois. Fini avec les Doors. Et je bois un coup, je vais aux toilettes et après on rééchange jusqu'à 21h, on a le temps de rester jusque-là. Une demi-heure de questions-réponses. Merci. Merci beaucoup pour cette conférence. Sur le sujet il est déjà trop tard, on passera à autre chose. Je vais aller droit au but. Si demain je te donne une baguette magique et avec ça tu fais disparaître les banques et les institutions financières, est-ce que tu penses que ça sera toujours trop tard? Dans le sens où, enfin, moi je réfléchis à ces questions-là tout seul de mon côté. Parfois, je me dis que si demain, il n'y a plus d'argent, on peut sauver encore beaucoup de choses. Donc, je me dis, s'il y a une association qui milite pour provoquer l'effondrement du système financier, etc., est-ce que sortir du capitalisme, du cadre, perdre son temps en politique, etc., non, je formule mal ma question. Désolé. Est-ce que si l'argent disparaît, tu ne crois pas que c'est un bon début? Parce qu'il n'y a plus de quête de pouvoir, il y a sur Terre, alors après ça dépend quel niveau on parle, si c'est national ou international, mais sur Terre il y a beaucoup plus de pauvres que de riches, donc ça va profiter à beaucoup plus de personnes. Et on entend sans arrêt les chiffres qu'il y a 100 personnes dans le monde qui détiennent 80% des résultats. Il y a un noyau de personnes qui sont intouchables, qui sont les Goldman Sachs et tout ça. Il y a quelques personnes, voilà, qui s'accrochent à ça, mais si du jour au lendemain il n'y a plus d'argent, est-ce que tu diras toujours que c'est trop tard, il faut qu'on passe à autre chose, on ne peut plus rien sauver? Je ne vais pas avoir réponse à tout si vous faites des questions aussi pointues et ciblées. J'y ai pas réfléchi avant, donc je vais dire ça comme ça en direct. Il ne me semble pas que ça changerait quelque chose, puisque l'organisation capitaliste telle que j'entends, elle se fait pour moi au niveau de l'organisation justement des collectifs. Et si tu enlèves l'argent mais que se réinstaurent des organisations hiérarchiques du travail où ceux qui travaillent n'ont pas les moyens, la maîtrise des moyens de production d'une façon ou d'une autre, pour moi enlever l'argent ça résout pas le système. Là, comme ça j'ai envie de répondre ça. Qu'il faut s'attaquer plutôt à faire rentrer la démocratie et la citoyenneté dans les entreprises pour qu'on maîtrise les outils de production et du coup les orienter vers une production écologiste et respectueuse du vivant. Merci. Alors là, c'est à la fois, enfin, c'est un peu une démarche, ce que devrait faire un journaliste à ma place, parce que je ne le suis pas, mais c'est pour inviter tout le monde, et toi en particulier, parce que merci pour la conférence. Je voudrais parler de l'existence d'informations qui existent sur un site qui s'appelle Partage International. Et c'est diffusé maintenant depuis ça a commencé il y a une quarantaine d'années à partir d'Angleterre, c'est diffusé dans le monde entier, enfin bref. Si on étudie le factuel de cette histoire, il y a quelque chose qui interpelle énormément. Je ne dis pas ça pour que, si vous avez la curiosité d'aller voir, vous croyez à cette histoire extraordinaire, mais je signale que ça existe parce que quand on se veut rationnel, moi je connais ça depuis 25 ans, c'est difficile de continuer à faire semblant que ça n'existe pas comme font les médias actuellement, et ce qui peut se comprendre. Ce que je veux dire, ces informations reprennent évidemment toutes les problématiques qui ont été évoquées dans la conférence, mais ça signale que la crise actuelle que connaît le monde, c'est-à-dire climatique, politique, économique et sociale, ainsi de suite, c'est en réalité une crise spirituelle dans la mesure où en tant qu'être humain, on ne sait pas qui on est. Et qu'après l'effondrement, qui est pronostiqué aussi, le scénario affirme que la seule issue qui va s'offrir, on va être en tant qu'humanité placé devant un choix, et la seule issue qui va
qui s'offre réellement, qui soit vraiment une alternative, c'est de changer de paradigme et d'accepter de passer, notamment au niveau géopolitique, de passer à des relations fondées sur la coopération et de partager les ressources mondiales de façon plus équitable, quoi. Alors évidemment, ça paraît totalement utopique vu l'état du monde actuel et tous les dirigeants mondiaux qui nous présentent la concurrence comme un peu l'horizon indépassable des relations humaines. Mais là où ça pique un peu maintenant, c'est qu'il est affirmé régulièrement depuis X temps qu'il y a à nouveau dans le monde un être d'une envergure exceptionnelle, qui sera là comme instructeur. Alors j'ai entendu une réflexion sur le sauveur, c'est pas le cas. C'est un être qui sera capable de galvaniser les opinions publiques mondiales et d'inspirer ce changement. Mais ça sera l'humanité elle-même qui a toujours son libre arbitre, qui aura toujours, et qui décidera ou non de se retrousser les manches et de transformer la planète. Enfin, d'abandonner des relations qui sont un statu quo qui pour l'instant est basé sur la concurrence, la compétition, et passer au partage et à la coopération. Mais ce qui suppose une transformation intérieure importante. Je rappelle que Pierre Rabhi disait, enfin des fois on oublie souvent, qu'il ne faut pas tomber dans le piège de penser que les alternatives vont pouvoir changer le monde, que l'humain doit aussi se changer. S'il ne se change pas, il ne va pas se passer grand-chose. Je ne sais pas s'il y a un commentaire à faire par rapport à ça, je ne connais pas un partage international. C'est juste une déclaration d'une question. Ouais, je pense. Donc, pas de commentaire plus que ça. Bonsoir. Moi, ce serait une question. Tout à l'heure, vous avez évoqué le fait qu'il serait en fait peut-être souhaitable de provoquer cet effondrement. Et j'ai un peu la même réflexion parfois et je me demande du coup, comment faire en fait concrètement si on voulait provoquer cet effondrement. Que faire dans quel domaine d'action on pourrait avoir un impact réel et essayer de sauver du coup, le maximum de choses possibles. Alors moi j'ai des fois des grands écarts du coup entre ce travail sur l'effondrement et sur ce pied-là et puis la réalité au quotidien où il faut travailler, être salarié toujours d'une entreprise, voilà. Et donc comment on arrive à trouver des actions qui nous paraissent utiles. Alors je vais du coup citer Deep Green Resistance quand même qui font un boulot là-dessus qui épluche pas mal les choses, mais un des axes qui moi me convient moi, parce que j'arrive pas à absorber l'intégralité de leur thèse, mais c'est le travail sur la préservation des sols fertiles et la reconstruction de fertilité des sols. Voilà, je pense qu'il y a un boulot là à faire important. En tout cas, moi je vais dans cette voie, y compris professionnellement, pour préserver les ressources qui fait qu'on arrive à encore développer des végétaux qui nous nourrissent. Et là, on peut agir de manière concrète, y compris là sur la métropole de Lyon, sur les projets urbains sur lesquels je travaille, je fais ces actions-là. J'ai beaucoup plus de mal à aller sur des propositions de destruction je sais pas, des points névralgiques, des infrastructures, je sais pas, s'attaquer aux réseaux d'électricité en faisant des erreurs peut-être de conception, c'est ça. Voilà, bloquer les dépôts des hydrocarbures, enfin on voit bien que les gilets jaunes, pour le coup là-dessus, ils n'y arrivent pas encore exactement, mais leur action montre que il y a quand même le système est fragile, il y a des points de fragilité sur des nœuds de transport, sur des réseaux, il y a des points de fragilité qui fait qu'on pourrait, je pense, déstabiliser le système en tout cas. Déjà merci. Et moi ma question c'est plus une peur parce que dans les solutions c'était de refaire des collectivités, des solutions locales. Et par exemple avec les jardins, moi ce qui me fait peur c'est imaginons l'effondrement a vraiment lieu et on repart sur ces bases-là. Est-ce qu'au final, l'homme, il n'est pas voué à reproduire toujours ce même système? Parce que c'est comme le jardin de notre grand-père, au final, déjà, ça marche à l'échelle locale, mais on est tellement que... Après, est-ce qu'on ne va pas recréer, en fait, le même système avec du commerce Est-ce que, du coup, il y a vraiment une solution? Oui, effectivement. D'ailleurs,
C'est dans le bouquin de Malville, où du coup la guerre nucléaire, tout s'effondre, il y a une petite communauté qui survit, et puis on les voit, on les suit pendant 2-3 ans, et en fait, au bout quand ils arrivent à retrouver une forme de confort, première chose qu'ils font, c'est qu'ils recréent une industrie de l'armement pour protéger leur culture. Donc en ça va dans ton sens, quoi, de dire que c'est pessimiste. Et c'est là où du coup je pense qu'il y a un rôle à jouer maintenant, de montrer que les organisations de coopération, de solidarité, de respect du vivant sont plus efficaces, qu'on a une éducation à se faire nous-mêmes en apprenant que le système qu'on est en train de vivre ne fonctionne pas. Voilà, moi je peux pas faire de théorie plus que ça, quoi. Ok, et c'est moi. Donc un peu une question aussi sur le thème un peu de la peur et puis un peu de la vision que j'ai de l'effondrement plus ou moins long terme. Ça se situe plutôt au niveau des banques et de la finance. Au niveau en fait, donc aujourd'hui je ne saurais pas dire combien de pourcentage de Français et puis dans le monde entier vivent avec un ticket bancaire pour payer leur logement. Et donc je demande un petit peu votre avis et votre vision sur comment ça se passerait en cas d'effondrement. Est-ce que vos proches et puis le monde entier va se retrouver petit à petit à la rue parce qu'il y aura des saisies sur les biens et voilà, suivant la rapidité d'un effondrement, si c'est très rapide, je pense que les banques s'effondreront et qu'il n'y aura pas de problème. Par contre, si c'est très lent, les gens vont se retrouver petit à petit à la rue, on aura des appartements qui ne sont plus occupés justement. Voilà. Non, j'ai pas réfléchi à ça en particulier, mais je ne sais pas si Christian peut... Non, je veux juste dire, parce que ce qui est décrit, c'est un déclin, pas un effondrement. Ouais. C'est la différence aussi entre les déclinistes et les effondristes. Oui, je sais qu'il y a cette autre vision-là, de dire qu'on va sur un lent déclin, que les choses vont se dégrader petit à petit, mais que ce sera suffisamment lent pour qu'il n'y ait pas de réaction aussi, de résistance par rapport à ça. Je ne sais pas en fait à quel point, à quel moment les populations, les citoyens sont capables de résister et puis de ne pas se réveiller. Quand on voit en Grèce par exemple, quand même, ce qui se passe en Grèce, ce qui est fait aux Grecs sur le recul de leur retraite, la façon dont sont gérés, tout ça, les destructions des services publics grecs pour ce qui était, du dépouillement du pays, et qu'il n'y a pas de révolte, en fait, il n'y a pas de résistance du peuple à proprement parler. Oui, on peut être pessimiste, c'est clair. Je ne veux pas dire plus que ça, quoi. Bonsoir et merci pour la conf. Tout à l'heure, tu parlais des traités européens et que du coup, il fallait s'en occuper, y réfléchir dessus et que finalement c'était un peu central comme question pour pouvoir avancer dans notre souveraineté en fait. Mais du coup, donc la France Insoumise a une position qui est celle de renégocier les traités, mais comme on sait qu'il y a besoin de l'accord des 28 27 États, on ne pourra pas en sortir. Du coup, pourquoi on ne serait pas directement la sortie de la France, comme les Anglais? Je ne fais pas mienne exactement la proposition de la France Insoumise là-dessus. Effectivement, je pense que le programme de la France Insoumise sur ce point-là manque de radicalité et tranchant et pourrait tout à fait aller plus loin, plus vite. Il y a une bataille idéologique au sein de la France Insoumise là-dessus. Il y avait le plan A et le plan B, voilà. c'est devenu quoi? Aujourd'hui, on parle toujours de plan A, plan B. Le programme tel qu'il est écrit mentionne encore la stratégie plan A, plan B. Voilà, c'est toujours le cas. Et voilà, ça fait partie des questions au début, c'est-à-dire que les lignes ne sont pas encore écrites, en fait, pas complètement. Alors, bien sûr, il y en a plus de poids que d'autres, mais il y a moyen de faire bouger les lignes. Et d'ailleurs, si le parti de gauche, parce que c'est du parti de gauche que vient le plan B, a émergé en 2014-2015, c'est parce qu'il y avait un gros boulot de militants et un peu des plaques tectoniques idéologiques qui bougeaient au sein du parti de gauche, qui fait qu'on en est arrivé là. Donc finalement, la conférence telle que je la fais et de dédier un temps de la conférence à ça,
c'est une façon d'essayer de faire bouger les lignes au sein du mouvement. Voilà, c'est clair. Oui, bonjour. Merci pour votre intervention. J'aime assez bien quand vous parlez des jardins, puisque finalement, ça me rappelle un grand philosophe français qui disait bien qu'il fallait cultiver son jardin. Et il le disait bien avant, il y a quelques centaines d'années. Mais bon, ma question a plutôt trait à l'extrapolation de ce que vous avez dit au niveau mondial. Là, on parle en France, on parle de l'Union européenne, etc. Bon, c'est très bien, nous y sommes. Donc, mais il y a aussi à côté de nous la Chine avec 1,5 milliard de personnes, l'Inde, etc. Dans ces régions-là, il y a une classe moyenne de presque 1 milliard de personnes. 1 milliard de personnes entre l'Inde et la Chine. Ces gens-là, ils sont finalement au stade où nous étions au moment des 30 Glorieuses. Donc, je dirais que tout ce qu'on a dit ce soir, peut-être qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui l'entendent de ce côté-là du monde. Ils n'ont pas forcément envie de l'entendre parce qu'ils ont d'autres objectifs qui sont tout à fait respectables. Donc, je voulais savoir comment vous arriviez à réconcilier ce que vous dites avec finalement cette partie du monde qui est énorme par rapport à une Europe qui est relativement petite. Alors, même si je prends l'effondrement, je prends quand même l'avion. J'ai pris l'avion cette année, je suis allé en Indonésie. Et le fait de voyager, effectivement, fait se rendre compte de l'immensité de l'humanité et du fait qu'elle ait colonisé effectivement toute la planète. Et donc les Indonésiens, ils sont 300 millions, je crois, à peu près. Et quand on voit le niveau de vie, mais la façon dont ils ont traité la nature et le vivant, et notamment c'est les déchets plastiques là-bas qui m'ont choqué. Le fait qu'on sort du magasin et qu'on jette dans le cours d'eau qui passe le plastique, et que ça se retrouve dans les parcs nationaux du côté de l'île de Flores notamment, où j'étais. Effectivement, on se dit que c'est là où ça confirmait finalement mon idée du colibri qui était une mauvaise piste. C'est que si j'ai beau, moi, trier mes déchets, mon verre, faire mon compost à Villeurbanne, si j'ai 200-300 millions d'Indonésiens qui s'en foutent et 1 milliard de Chinois qui font pareil, etc., finalement, mon action elle est nulle, et donc j'ai besoin de travailler sur le cadre institutionnel. J'ai pas la réponse sur est-ce qu'effectivement on va arriver à faire un cadre institutionnel mondial parce que les solutions sont mondiales, parce que finalement c'est de ça dont on parle, mais on voit bien que déjà quand on monte d'un niveau, plus on monte, plus les solutions sont défavorables au peuple et aux citoyens, j'ai l'impression. Donc je n'ose pas imaginer la violence et l'autocratie que serait un gouvernement mondial, quoi, qui serait nécessairement autoritaire pour moi. Je le vois comme ça. Moi j'ai une question par rapport à la contradiction incroyable qui m'apparaît quand j'entends ton discours et ce que tu fais de ton temps libre en t'engageant en politique. Parce que pour moi tous les partis politiques sont les mêmes parce qu'ils parlent tous de croissance. Voilà. Le jour où il y a un parti politique qui dit on organise la décroissance, on interdit toute forme de publicité, on revendique une baisse de pouvoir d'achat et si on en profite pour dézinguer les banques, voilà, pourquoi pas. Donc ce qui m'intéresse vraiment dans cette contradiction, c'est en t'engageant en politique, quel que soit le parti, on s'en fiche du parti, qu'est-ce que tu espères dans le sens de bouger les lignes? Ça veut dire, est-ce que tu crois encore que le président de la France, il peut changer le destin de la France? Est-ce que, alors, quand tu parles de bouger les lignes, voilà, est-ce que tu peux préciser voilà, tes espérances en passant ton temps libre à essayer de convaincre des gens dans des meetings politiques ou je ne sais pas quoi pour voter? Non, la politique comme séquence électorale et électoraliste n'est qu'une partie, pour moi, du boulot politique qu'on doit faire. Et le travail que je fais en tant que militant, c'est juste que les gens autour de moi soient plus politisés et s'occupent plus en général de la vie publique, de la citoyenneté et de la vie en commun. Mon combat, il est plus là, en fait. Et je pense qu'on vivra tous mieux si on est tous plus politisés, mais pas au sens dans un parti, au sens
de la politique, au sens noble, entre guillemets, du fait de s'occuper de la vie de la cité, de dédier un temps de sa vie à la vie de la cité, comme un devoir citoyen, comme un devoir civique, de passer, je sais pas, une partie de sa semaine à s'occuper de ça. Voilà, ma démarche elle est plutôt là-dedans. Je ne crois pas au sauveur, même si a priori cité trop de films qui en contenaient, ni à la sauveuse d'ailleurs. Je pense que les solutions sont collectives et que c'est collectivement dans les têtes qu'on peut faire bouger ces lignes. Voilà. J'ai une question. Bonjour et merci déjà. On parle beaucoup de dystopie et de tout ce qui est très négatif dans le futur de l'humanité. Je voulais savoir s'il y avait des textes qui, toi, t'inspiraient ou dans d'autres futurs envisagés, plus utopiques et plus utopiques. J'ai pas d'exemple là comme ça qui me viennent en tête, mais par contre, dans les villes en transition, il y a un travail un exercice à faire qui était vraiment intéressant. C'était de faire des frises temporelles sur 10, 20, 30 ans et de dessiner le futur tel qu'on l'imagine, comme on le voit, et du coup de s'inventer un récit autour du futur et que ça fonctionne comme un aimant et qu'en fait, le fait d'avoir raconté le récit que dans 30 ans on vit comme ça, en fait on se met en mouvement pour aller vers ça. Voilà, donc c'est plus, je pense, à nous d'écrire ce récit-là. Avec les copains, là, on pensait à monter un petit village alternatif avec, du coup, retourner, comme tu expliquais, aux choses simples, puis les zones jardins et puis vivre en autonomie. Et on se demandait aussi, comme avec les questions d'avant, là, est-ce que vraiment ça va servir à quelque chose, comme l'équalité, etc. Et finalement, est-ce qu'on va pas finalement se faire écraser par des gens qui vont venir piller nos ressources ou je sais pas quoi quand il y a un effondrement. Et du coup, on se disait, est-ce qu'il ne vaut pas mieux s'investir carrément en politique et changer les choses, essayer encore de prendre les choses en main comme tu le fais, quoi. Quelle est la meilleure voie à suivre? Est-ce que c'est par la politique ou par l'émancipation? Alors, je vais dire un truc qui va paraître facile, mais il faut remplacer le ou par le et. Pas les deux. Je me méfie du côté survivalisme qui peut se cacher derrière les éco-villages, les écolieux. Voilà, il y a quand même une partie de mouvance survivaliste qui se ferme sur elle-même et qui n'a pas vocation à coopérer. Je pense que les deux mots qu'on peut retenir pour essayer de construire ça, c'est autonomie et coopération. Ouais, je suis autonome, je peux me gérer, je sais à une certaine échelle ne dépendre de personne pour mes besoins les plus stricts. Mais par contre, je n'arrête jamais de coopérer sur certains champs pour être connecté avec l'environnement, voire proche et éloigné. Autonomie et coopération. Et je me rends compte, moi, de plus en plus que pour quelqu'un qui a la casquette de la France Insoumise, que je reprends de plus en plus les théories anarchistes qui sont assez éloignées comme ça, on dirait, du programme de la France Insoumise. Mais il y a beaucoup de choses aujourd'hui que je vais puiser dans la théorie anar. Bonsoir, ici au fond. Bonsoir, merci. Moi je suis arrivé un peu en cours de route, mais dans ce que j'ai entendu, si on parle de cette idée que du coup l'effondrement va arriver, pourquoi ne pas faire en sorte que ça arrive plus vite, je vais me faire un peu l'avocat du diable d'une idée à laquelle je ne suis pas forcément convaincu, mais qui peut peut-être se poser. Il y a quelque chose qui est certain, c'est que il y a un réchauffement climatique et que du coup il y a des événements climatiques extrêmes qui se passent un peu partout dans le monde. Peut-être qu'un jour il y aura un cyclone sur la Maison Blanche ou ce genre de choses-là, ou 50 degrés à l'Elysée, je ne sais pas. Et peut-être que si on veut que cet effondrement il arrive, pourquoi ne pas favoriser ce changement climatique, quoi. Enfin, je veux dire, l'accélérer. Ça veut dire, je fais mon compost, je vais faire mon compost, je jette mes trucs par terre, et puis voilà. Genre, je sens bien, c'est ironique dans tout ça, mais est-ce que
au final, la posture la plus éthique et la plus morale, c'est de lutter contre ce changement climatique, mais est-ce qu'au final, c'est pas juste essayer de faire passer la pilule encore une fois jusqu'à que ça arrive vraiment? Oui, je vois des voix qui se lèvent qui veulent dire. Éventuellement, n'hésitez pas à vous répondre entre vous, en fait, parce qu'à un moment, je fatigue déjà. Et puis, ouais, je pense que finalement, je ne suis pas du tout le seul à avoir un avis là sur un sujet. Très rapidement, si on fait ce que tu dis, c'est nous-mêmes qui allons souffrir les premiers de tout ça. Donc, ce que tu proposes, c'est que peut-être la génération d'après s'en sorte, mais que nous, on est vraiment foutus, quoi. Ouais, mais effectivement, de toute façon, on en est un peu là. Si on parle d'un effondrement certain et qu'on va se prendre ça dans les, je sais pas, 30 prochaines années, de fait, on va galérer, quoi. Ça va être dur. Ça va être dur. La proposition de précipiter l'effondrement, de ce que je dis ici ou là, c'est pas cette proposition-là, quoi. C'est plutôt de s'attaquer à l'effondrement de notre civilisation industrielle telle qu'elle existe. Ouais. Alors, je pense qu'on va rester à dormir un peu sur cette idée. Est-ce qu'on accélère l'effondrement? Est-ce qu'on a ralenti? Et aussi, on peut aussi essayer de ralentir. Voilà. Eh bien, merci à vous tous, merci à Laurent, et puis bonne fin de soirée et à une prochaine fois.